Docteur Safiatou Thiam, directrice exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, on comprend aisément que euh, l'agent pathogène de la COVID-19, le SARS-CoV-2, n'est pas l'agent pathogène du palud, qui est le Plasmodium falciparum. Mais vous m'avez devancé sur cette question. Donc, il y a donc de la tension dans votre trésorerie dans la lutte contre le sida aujourd'hui du fait de la COVID qui a attiré plus l'attention. Oui, déjà, on n'a pas toujours toutes les ressources dont nous avons besoin pour lutter contre le sida. Nos besoins sont couverts sur peut-être 60%. Maintenant, ce que nous avons n'est pas suffisant. On est même en train de prioriser pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. En ce moment, il y a la COVID-19 et nous puisons tous à la même source. Donc, ceux qui financent le VIH, c'est les mêmes qui financent les COVID-19, même les gouvernements. Donc, nous avons effectivement eu des tensions, effectivement, parce que des ressources ont été remobilisées ou reprogrammées pour la COVID-19, mais nous avons aussi reçu moins de ressources. Et même si, par exemple, le Fonds mondial a quand même mobilisé des ressources dans le cadre de son programme C19RM pour appuyer la lutte contre la COVID-19. Donc, vous voyez, c'est des ressources qui étaient là pour les 3 maladies qu'on était obligé de réorienter sur la COVID-19. Donc, effectivement, la COVID-19 va créer des tensions financières, va créer des tensions au niveau des services de santé. Et c'est ça aussi qui est le plus important. Parce que les services qui prennent en charge le VIH, la tuberculose et le paludisme sont les mêmes services qui vont prendre en charge la COVID-19. Donc, les patients, puisque l'autre c'est une urgence, les prestataires sont orientés et donc ça cause des problèmes, mais surtout sur le système de santé sur lequel va peser en plus maintenant la COVID-19. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida est une réalité. Et comment est-ce que votre structure aide à lutter contre le phénomène pour que les personnes puissent être acceptées socialement et vivre normalement leur vie? Alors, nous développons avec les associations de personnes vivant avec le VIH des activités de sensibilisation, justement, mais nous les poussons également à sortir pour donner un visage humain au VIH. Parce que souvent, les personnes stigmatisent parce qu'elles ne connaissent pas de personnes vivant avec le VIH. Elles ont gardé en tête des images de la personne rachitique, etc., qui représentaient la personne vivant avec le VIH. Les premières images de personnes qui avaient le sida qu'on montrait. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH ont une vie normale, ont leur famille, ont leur travail, etc. Mais elles ne sortent pas assez pour montrer aux gens qu'elles ont une vie normale. Donc ça reste un peu, surtout dans nos pays où le VIH, c'est des faibles prévalences. Quand on va dans d'autres pays où la prévalence est très élevée, où tout le monde a une personne qu'il connaît, qui a le VIH. En Afrique australe, par exemple? Oui, par exemple, en Ouganda, etc., ils ont moins ce problème de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Mais ici, il y a très peu de personnes. Moi, c'est une personne par génération qui accepte de dire devant le grand public à la télé qu'elle vit avec le VIH. Donc ça, c'est une autostigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Pour la discrimination, on y a travaillé. Il y a une loi qui protège les personnes vivant avec le VIH. On ne peut pas les discriminer dans le travail, etc. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais je pense que ce combat, c'est les personnes vivant avec le VIH elles-mêmes qui peuvent la gagner. Docteur Safiatou Thiam, je rappelle à nos internautes que vous êtes la directrice exécutive du Conseil national de la lutte contre le sida ici au Sénégal. Alors, il y a une nouvelle stratégie de prévention qui est la prophylaxie pré-exposition. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle stratégie? Alors, la prophylaxie pré-exposition ou la PrEP, c'est le fait de donner des médicaments à une personne négative pour que cette personne ne contracte pas le VIH.
Et je donne un exemple. C'est-à-dire, on peut avoir un couple où l'un est séropositif, l'autre est séronégatif. Ils veulent avoir des enfants, ne pas utiliser le préservatif. On donne ce médicament à la personne séronégative. Comme ça, c'est comme s'il y a une clé qui ferme la serrure où le VIH doit rentrer chez cette personne-là et donc elle ne va pas contracter le VIH. Ça ne concerne que les couples dont l'un est séropositif? Oui, c'est aussi des personnes qui vont prendre le risque parce que je peux dire un couple établi, mais à chaque fois de toute façon pour qu'il y ait transmission, il faut qu'à un moment, même si c'est de façon éphémère, que le couple se forme. Donc il y a aussi des personnes qui sont sûrs qu'ils prennent des risques ou qui ont un couple, je veux dire, ce n'est pas forcément un couple marié, qui sont avec quelqu'un qui a le VIH ou qui fréquentent des personnes à risque. Donc, elle se sait à risque, elle peut venir demander ce traitement pour justement être protégée et ne pas avoir le VIH. Nous pensons qu'en combinant le traitement des personnes séropositives et le traitement des personnes séronégatives qui prennent des risques, on peut arrêter la transmission du VIH. Et un autre exemple de cette prophylaxie, c'est chez les enfants qui naissent de mères séropositives. L'enfant, on n'a pas encore son statut, mais il faut qu'on commence tout de suite son traitement. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, même si on ne l'appelle pas PrEP, mais c'est un peu aussi, c'est comme un vaccin oral aussi. C'est comme un vaccin oral. Donc, tu prends un médicament tous les mois, tu prends un comprimé, et puis après, tu peux ne pas contracter le VIH. Alors, il y a un objectif de l'ONU-SIDA qui vise à mettre fin à cette épidémie de sida d'ici 2030, même cap que le paludisme, je crois. Alors, mais avant cette étape, avant l'atteinte de cet objectif, il y a des étapes intermédiaires de 90% de tel, 90% de tel, 3-90%. Vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, l'objectif intermédiaire de l'ONU-SIDA, déjà, l'ONU-SIDA, comme vous avez dit, pense qu'on peut mettre fin à l'épidémie du sida en 2030. Mais on ne va pas attendre 2030 pour évaluer est-ce qu'on l'a atteint. On a dit, on se fixe des étapes, des fenêtres d'opportunité. C'était en 2020 déjà. Avec la Covid est venue même chambouler un peu cela. Donc c'était 90, les 3,90 en 2020. 90% des personnes séropositives devraient être dépistées et connaître leur statut sérologique. Sur ces 90% des personnes séropositives, les 90% devraient prendre les traitements ARV. Et sur les 90 qui prennent les traitements ARV, les 90% devraient avoir une charge virale indétectable, c'est-à-dire devraient ne plus transmettre le VIH. Donc c'était ça les 3,90 que l'ONU-SIDA a maintenant révisé en 3,95 d'ici 2025. Donc on pense que si on arrive à traiter 95% des personnes, on arrêterait la transmission du VIH. Donc ce sont les objectifs intermédiaires que l'ONU-SIDA s'est fixés. Et par exemple, nous au Sénégal, pour les 3,90, nous sommes à 87, nous sommes à 85, 87 et 84. 89 même, 85, 89 et 84. Et nous pensions atteindre au moins les 2 derniers 90 parce que c'est la mise sous traitement de toutes les personnes dépistées. Ça, c'est facile. Dès qu'une personne est dépistée, on fait le test et traité. Dès que la personne est dépistée, on n'attend pas, on la met sous traitement. Nous sommes à 89%, donc à 1% de ce deuxième 90. Je vais revenir au premier 90. Et pour le troisième 90, c'est renforcer le système de laboratoire pour pouvoir tester les personnes qui sont sous traitement et démontrer qu'elles ne transmettent plus le VIH parce qu'elles ont une charge virale qui est indétectable. Mais le premier 90, nous sommes à 84 ou 85%, c'est le plus difficile. Parce que là, c'est aller chercher maintenant des personnes qui sont chez elles,
qui n'ont peut-être pas décidé de faire le dépistage du VIH parce qu'ils ne se sentent pas encore malades, qui prennent des risques, qui sont conscients de leurs risques ou qui ne sont peut-être pas conscients de leurs risques, qui n'ont peut-être pas envie qu'on découvre pourquoi ils sont à risque. Donc c'est tellement complexe que il faut qu'on fasse justement des efforts pour aller chercher ces personnes. Et je dis souvent que ces personnes, il faut les chercher parmi les populations clés. En tout cas, les populations clés, leurs partenaires, féminins ou masculins, et leurs enfants. Donc, il faut développer vraiment des stratégies différenciées en direction de ces personnes, de ces populations, pour pouvoir les dépister et les mettre sous traitement. Alors, en 2019, la directrice de l'Institut de santé et de développement, le professeur Anta Dia, s'était ému de ce que le taux de prévalence soit passé de 18 à 20% chez les personnes homosexuelles, alors que dans le même temps, l'utilisation de préservatifs aurait augmenté. Est-ce que le Conseil national de lutte contre le palud a trouvé la réponse à ce paradoxe? Il faut voir dans quel groupe l'utilisation de préservatifs a augmenté. Parce que si on prend l'utilisation de préservatifs de manière générale, on l'utilise pour la double protection, pour se protéger des infections, dont le VIH, mais aussi pour les grossesses. Donc, ce sera difficile de comparer l'utilisation de préservatifs chez les homosexuels. Et justement, nous avons remarqué que dans ce groupe-là, ce sont surtout les jeunes qui sont les plus à risque. Donc, c'est des jeunes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'informations, qui peut-être connaissent le préservatif, mais peut-être qu'ils ne l'utilisent pas correctement. En tout cas, nous savons qu'il y a beaucoup de risques pris au sein de ces populations. Et je pense que ce sont tous ces comportements, dont la non-utilisation de préservatifs, qui les exposent. C'est clair, quand une personne utilise le préservatif, normalement, cette personne ne contracte pas le VIH. Docteur Safiatou Thiam, directrice exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, je vais vous laisser pour votre dernier mot. On s'achemine vers la journée mondiale de lutte contre cette maladie infectieuse et vous avez des choses que vous allez organiser, donc vous avez la parole pour parler aux populations ou bien aux autorités, la communauté des chercheurs, ça dépend. Alors, ce que je peux dire, c'est que le VIH est un problème qui n'est pas encore fini. On avait franchi de grandes étapes, mais la COVID-19 est venue remettre en question tout ce qui a été fait comme avancée. Aujourd'hui, il faut remobiliser tout le monde. Il faut remobiliser les communautés, remobiliser la communauté internationale, les chercheurs sur la lutte contre les maladies de manière générale, sur la lutte contre les pandémies. La COVID-19 nous a enseigné déjà à creuser les inégalités. Elle nous a enseigné, la COVID-19, que le grand challenge, c'est avoir un système de santé fort pour être là pour toutes les urgences sanitaires. Donc, il faut faire énormément d'efforts pour renforcer les systèmes de santé dans nos pays. Il faut protéger les communautés et il faut s'occuper de la santé de tout le monde, ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est la meilleure façon de lutter contre les inégalités en santé et c'est aussi la meilleure façon de réussir la lutte contre le sida. Docteur Safiatou Thiam, merci beaucoup. Merci.